Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 121. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez étrange sur une famille de polynômes qui doit satisfaire une propriété qu'on pourrait appeler de conservation de la partie décimale des nombres réels. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. On veut déterminer les polynômes dans R crochet X tel que pour n'importe quel X réel, nous avons l'équation suivante qui doit être satisfaite. Et donc, la partie décimale d'un nombre réel, c'est exactement prendre ce nombre réel et lui enlever la partie entière. Ça me permet aussi de préciser que la notation que j'utilise ici, c'est bien la notation de la partie entière d'un nombre réel. Cet exercice est un exercice qui pourrait s'attaquer en première année de classe préparatoire à condition d'avoir les connaissances suffisantes autour des polynômes et notamment aussi autour des parties entières. Je pense que cela va sans dire. C'est un exercice dont l'énoncé est assez étrange et vous pourriez me demander d'où vient ce type d'exercice. Eh bien, j'ai des références pour vous que je vais mettre en description. Eh bien, j'ai par exemple le bouquin des 1000 challenges en mathématiques et en fait c'est un bouquin sur la géométrie, celui-ci édition Ellipse. Et puis j'en ai deux autres encore dans le même style, 1000 challenges en analyse et puis 1000 challenges également en algèbre. Et c'est de ce bouquin-là d'où vient cet exercice que vous voyez ici, mais également d'autres exercices que nous avons déjà vus sur la chaîne, notamment des exercices autour du lemme de Mania et de ses applications. Il y en a eu certainement d'autres exercices, mais ça ne vient pas tout de suite en tête. Bref, j'ai ces références-là que je pourrais vous proposer en description. Ce sont des bouquins qui peuvent être assez sympas à travailler, notamment je pense aux élèves qui sont en première ou en terminale et qui aimeraient peut-être en apprendre davantage sur certaines notions, sachant que ça ne va pas trop loin sur ces nouvelles notions. En fait, il y a des choses qui sont un petit peu hors programme par rapport à ce qu'on peut voir en classe préparatoire grandes écoles, mais c'est souvent des choses qui sont racontées de manière assez élémentaire et cela peut permettre à des élèves qui aimeraient se préparer par exemple aux olympiades mathématiques de justement s'y préparer parce que c'est en fait des exercices du type olympiade qui sont proposés dans ces bouquins-là. C'est pas vraiment des exercices d'un niveau très élevé en classe préparatoire, mais c'est des exercices quand même qui peuvent être sympas à manipuler, même pour les élèves en classe préparatoire. On ne fait pas nécessairement le tour de toutes les notions, hein. Je me permets de remontrer aussi les bouquins en même temps de les ranger. Ça ne fait pas forcément le tour de toutes les notions que l'on peut rencontrer en classe préparatoire, mais au moins vous pouvez vous préparer à des exercices un petit peu hors des sentiers battus, puisque ça n'hésite pas à aller sur des programmes qui vont un petit peu en dehors de ce qu'on voit en classe préparatoire, et donc voilà, ça fait pas de mal de se frotter à ce type exercice un peu alambiqué, qui sort un petit peu de ce qu'on peut rencontrer en général. Je pense qu'on peut dire que c'est le type d'exercice qu'on pourrait sortir en colle, puisque c'est souvent des exercices un peu tirés par les cheveux qu'on pourrait proposer. Ça c'est un type d'exercice qu'on pourrait proposer sans forcément qu'il y ait une application particulière derrière cet exercice, juste un type d'exercice avec une manipulation ou des manipulations particulières sur un domaine précis. Donc là, ici, les polynômes et la partie entière des nombres réels. Donc voilà, je vous remettrai donc en description les références pour ces bouquins si ça vous intéresse, également les références des exercices que j'ai mentionnés, notamment là le lemme de Mania et son application. Je vais vous mettre ça en description. Il y a certainement d'autres exercices que j'ai pu emprunter de ces bouquins-là. Voilà, je pense que ça peut être une bonne source si on veut s'entraîner à faire quelques manipulations assez élémentaires, et je pense notamment aux élèves qui sont en première ou terminale pour se préparer aux olympiades mathématiques ou voire même à des niveaux un peu supérieurs, première année de prépa, ça ferait pas de mal non plus de se frotter à ce type d'exercice. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant donc ces bouquins. J'ai fait le tour et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais. Alors presque, il me reste juste un petit truc à dire. Cet exercice était un exercice que je vous avais proposé en sondage il y a un certain temps de ça. Je ne sais même plus exactement combien de temps de ça, mais ça doit se compter au moins par mois. Et c'est un exercice, donc ça me fait penser au fait que ça fait un moment que je n'ai pas proposé un sondage pour vous demander de faire un choix sur différents exercices. Mais c'est aussi parce que ça fait un moment que je n'ai pas proposé de vidéos le jeudi, et notamment des vidéos d'examen, parce que c'est à ce moment-là que je proposais ces sondages. Bref, ça reviendra, ne vous en faites pas, ça va prendre un peu de temps, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à justement trouver le temps pour pouvoir proposer ce contenu de vidéo. Je tiens
particulièrement à maintenir à flot la chaîne à travers les vidéos d'Exode-Call et petits Exode-Call, car pour moi, ce sont les vidéos les plus importantes de la chaîne. Et donc, c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur ces vidéos plutôt que sur d'autres vidéos. Mais vraiment, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre un peu de temps, mais il y a forcément un moment où je vais pouvoir enfin vous proposer à nouveau du contenu autre que ces exercices de colle et petits Exode-Call. Et je pourrai ensuite vous partager 2-3 choses en point recherche, en une vie de mathématiques, etc. Et bien sûr, les vidéos d'examen. Il y a notamment une vidéo d'examen que j'aimerais vraiment vous proposer pour refaire le tour de tout ce qui s'est passé pour moi depuis le mois de janvier, car il y a vraiment énormément de choses à raconter. Bref, ça viendra, ne vous en faites pas. Ça va juste prendre un peu de temps. Peut-être que ça arrivera au mois d'avril, mais j'ai pas envie d'affirmer des choses que je ne sais pas en fait d'avance. Parce que bon, j'ai déjà essayé de me pousser et ça n'a pas vraiment fonctionné comme je le voulais. Donc voilà, je préfère ne rien dire et puis quand la vidéo sortira, elle sortira, point barre. Bref, que j'ai d'autres choses à raconter? Je pense que non, on est bon. Donc je vous invite à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, eh bien on est parti pour résoudre cet exercice. Alors c'est un exercice qu'il faut attaquer plutôt en mode analyse-synthèse. Et il est vraiment important de voir une première particularité sur ces polynômes. Notamment, si je m'amuse à regarder ce polynôme-là, on pourra constater que si je remplace x par x plus 1, eh bien, on retrouve la même valeur. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir vue pour pouvoir avancer dans la résolution de cet exercice. Et après avoir lancé une analyse et avoir vu le type de fonction qu'il faut regarder pour pouvoir avancer dans la description des familles de polynômes qui vérifient cette propriété, il va y avoir des points très techniques où il faut faire des bons choix de valeur de x pour pouvoir conclure. Donc, on est parti pour la résolution et comme je l'ai dit, je vous fais remarquer la chose suivante. Donc là, on va partir sur une analyse synthèse. Et donc l'analyse, je vais regarder les polynômes qui vérifient cette propriété-là. Et il y a un truc super important, c'est notamment si je remplace x par x plus 1. Car vous devriez savoir que pour n'importe quel x réel, si je fais la partie entière de x plus 1, eh bien ça c'est la même chose que partie entière de x plus 1. La partie entière, en fait, se comporte très bien à partir du moment où on ajoute des entiers au nombre réel qu'on aurait au point de départ. Et ça marche également si à la place d'ajouter, je soustrayais, bien sûr, cela va sans dire. Et donc, eh bien, il va y avoir une propriété qui va en découler très rapidement, c'est le fait que si je fais p de x plus 1 moins partie entière de p de x plus 1, eh bien ça, c'est la même chose que, d'après la propriété qui est écrite ici, p de x plus 1 moins partie entière de x plus 1. Et là, j'utilise la propriété que j'ai énoncée ici, qui me permet de dire alors que c'est p de x moins partie entière de x. Puis ensuite, je réutilise cette propriété-là et j'obtiens p de x moins partie entière de p de x. Ok, super. Et donc, ça veut dire qu'on a une fonction là, si on s'amuse juste un peu à manipuler l'égalité qu'on vient de mettre en place, ce truc-là est égal à ce truc-là, on peut se rendre compte que p de x plus 1 moins p de x, c'est toujours un entier. Ainsi, pour tout x réel, on a alors p de x plus 1 moins p de x, qui est donc égal à, et je peux juste écrire pour que vous soyez raccord avec moi, donc c'est aussi égal à partie entière de p de x plus 1 moins partie entière de p de x, et par conséquent, ce truc-là est un entier relatif. Donc pour n'importe quel x, ce truc-là est un nombre relatif. Et là, il faut penser à un truc assez élémentaire, qu'on pourrait aussi voir en terminale, c'est en fait le théorème des valeurs intermédiaires. En effet, si je regarde la fonction qui a x associe p de x plus 1 moins p de x, cette fonction est une fonction continue, car elle est polynomiale. Donc elle est polynomiale et donc continue sur R. Et donc si cette fonction n'est pas constante, donc je vais l'appeler f. Donc si f n'est pas constante, alors il existerait, donc si, je veux dire si f n'est pas constante, alors il existerait par le théorème des valeurs intermédiaires, que je vais abréger TVI, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe
un alpha réel non entier tel que il existe un alpha réel 1. Qu'est-ce que je veux dire là Oui. Non, alors c'est pas ça que je veux faire. Je vais plutôt dire il existe un x dans les réels tel que l'image par la fonction ne sera pas un entier. Donc il existe un x réel tel que f de x ne serait pas un entier relatif, donc ce serait un réel non entier relatif. C'est ça que je veux faire. Hop. Clac. Appartiennent au réel non entier relatif. C'est pas très difficile de s'en convaincre, hein. Donc si f n'est pas constant, ça veut dire que vous pouvez trouver deux valeurs x1 et x2 telles que f de x1 est différent de f de x2 et sont a priori donc tous deux des entiers. Et puis après, vous pouvez vous amuser à prendre la différence des deux entiers et puis diviser par une racine de 2 ou un truc comme ça. Et si vous faites en sorte de prendre... donc en fait, c'est pas tout à fait ça que je veux prendre, c'est plutôt, je veux prendre f de x1 moins f de x2 et je fais diviser par la racine de 2 ou un truc comme ça. Et il faut quand même s'assurer que ce truc-là existe, etc. Et s'assurer ensuite, donc bon, je pense que c'est peut-être pas un bon choix ce que je viens de faire là, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez prendre un réel non entier qui se trouve entre les deux, puisque ça va former un intervalle non vide et d'intérieur non vide. Donc vous pouvez faire l'intervalle formé par f de x1, f de x2 et prendre un réel non entier là-dedans, et par le théorème des valeurs intermédiaires, vous allez pouvoir conclure. Donc là, je viens de dire à l'oral ce qu'il faut écrire. Je vous invite à l'écrire par vous-même pour vous convaincre que cette propriété est vraie. Par conséquent, on a une contradiction avec le fait que le polynôme, que ce truc-là doit toujours être un entier, ce qui veut dire alors que f n'a pas d'autre choix que d'être constante. Donc ça, c'est une contradiction. Ce qui veut dire que f est constante. Et là, on va se retrouver avec deux cas de figure à étudier. Soit cette constante est nulle, soit cette constante est non nulle. Et le cas de la constante nulle, c'est quelque chose que nous avons déjà rencontré sur la chaîne. Donc, je vais écrire ainsi. Il existe A dans Z tel que P de x plus 1 moins P de x est égal à A. Donc le cas A égale 0, c'est un truc que nous avons déjà vu sur la chaîne. Je vous confère au petit exode-call, c'est un petit exode-call, le petit exode-call numéro 90, où on attaquait d'ailleurs un sujet central, qui est tombé il y a un petit moment de ça, peut-être il y a 3 ans. Et ce petit, plutôt 2 ans peut-être. Bref, dans ce petit exode-call, on attaquait un exercice un peu plus large, et je préciserai de regarder notamment la deuxième question qui est abordée dans ce petit exode-call, car dans la deuxième question, on étudie exactement des polynômes à coefficient réel qui vérifient que P de x plus 1 est égal à P de x, et dans ce cas-là, on arrive à conclure alors que le polynôme est constant. Et on arrive à le faire de deux manières distinctes. Soit en jouant avec justement le fait qu'on a un polynôme impériodique, et donc en termes d'analyse, normalement un polynôme qui ne serait pas constant devrait tendre vers plus infini en valeur absolue, en plus et en moins infini, et du coup ça nous amène à une contradiction, donc ça veut dire que le truc n'est pas borné, le polynôme ne serait pas borné alors qu'il devrait être borné parce que c'est impériodique et continu. Ou alors une autre façon algébrique en jouant avec les racines du polynôme. Si le polynôme avait une racine, alors il aurait une infinité de racines et on conclut alors que le polynôme est nul, etc. etc. Je ne vais pas refaire tout le blabla, mais si ça vous intéresse de rejeter un coup d'œil à comment on prouve ce cas-là, eh bien je vous invite à aller jeter un coup d'œil donc à ce petit exode-call 90 et notamment à la question de ce petit exode-call. Et ça nous permet donc de conclure que P est constante. Cool. Cette constante, on pourra l'appeler B. Bien, donc ça c'est le cas de figure où A égale 0, mais si A n'est pas égal à 0, eh bien j'affirme qu'on peut se ramener au cas A égale 0 en faisant une petite soustraction à notre polynôme qui est ici. En effet, si je prends Q de x, donc posons Q de x égale P de x moins AX, eh bien vous allez voir en effet que Q de x plus 1 moins Q de x va être égal à 0. Et donc, par ce qui aura été fait ici, on peut conclure que le polynôme Q est constante. Encore une fois, je vais le noter égal à B. Et donc, on arrive à conclure alors que je ne fasse pas de bêtises.
P de x va devoir s'écrire de manière totalement générale, si je dois raisonner, enfin, rassembler, je veux dire, résumer, quoi, ce que je viens de faire là. On peut conclure alors que notre polynôme P doit s'écrire A fois X plus B avec A dans Z. Et pour l'instant, B réel. Donc en fait, on n'a que des fonctions affines. Des fonctions affines dont le coefficient directeur doit être un entier relatif. Mais ça va être pire que ça. Et là, on va donc maintenant s'attarder à la partie synthèse. Car grâce à l'analyse, on a été capable de dire à quoi ressemble ce polynôme. Et donc on voit qu'on a affaire à des polynômes de degré O plus 1. Mais on va voir que ça va être vraiment pire que ça. Hop. Et c'est là où on va arriver à une partie assez technique, où en fait, il faut faire des bons choix de valeur de x pour conclure. Et là, je vous conseille de vous accrocher. Hop. Donc on est parti pour la synthèse. Donc, en fait, n'importe quel polynôme qui s'écrit comme ça ne vérifie pas forcément cette propriété. Et donc, notamment, il y a un truc concernant b. Et pour savoir ce qui se passe pour b, il suffit de remplacer x par 0. Si vous prenez x égale 0, vous avez alors que b doit être égal à p de, donc p de 0, hein, donc c'est p de 0, mais ce p de 0, c'est aussi p de 0 moins partie entière, alors que je ne fasse pas de bêtises en allant trop vite sur ce que je veux écrire. Réfléchissons. Oui, voilà. Je vais essayer de l'écrire. Je pense que j'y étais, donc je vais peut-être recommencer comme j'ai écrit. Donc j'ai b qui est égal à p de 0. Mais p de 0, c'est la même chose que p de 0 moins partie entière de 0. Voilà, c'est ce que je vais écrire. Et ça, c'est donc la même chose d'après la probabilité qui est ici, à p de 0 moins partie entière de p de 0. On se retrouve avec ça. Mais p de 0, bah, c'est b, hein, donc c'est censé être b moins partie entière de b. Et là, vous voyez tout de suite que la partie entière de b doit être nulle, ce qui veut dire que b est nécessairement un nombre réel compris entre 0 et 1. Exactement. Ainsi, partie entière de b est égale à 0, ce qui veut dire que b est entre 0, ça peut être égal à 0, et 1 non pris. Voilà, là on a une nouvelle condition sur le coefficient constant de notre polynôme. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Moi j'affirme qu'on peut dire des choses sur le A. En fait, non seulement ça va être un entier, mais on va voir qu'en fait, on n'a pas trop le choix. Il va falloir que ce soit égal à 1, soit égal à moins 1. Et pour s'en rendre compte, encore une fois, il faut faire un bon choix de x. Et c'est vraiment que ça, hein, ici. Là, il faut vraiment s'amuser à remplacer x par des valeurs. Et c'est d'ailleurs normalement un des réflexes les plus importants qu'il faut avoir quand on attaque des exercices. Ne vraiment pas hésiter à remplacer le polynôme par des exemples. Et donc, essayer de se rendre compte que est-ce que si je prends un polynôme constant, est-ce que ça aurait marché? Est-ce que si je prends un polynôme qui s'écrit a fois x, c'est ce que j'arrive à conclure, etc., etc. Voir un petit peu ce que ça donnerait si j'avais des polynômes de degré supérieur. J'espère que vous avez essayé de faire ça avant même de vous lancer dans la résolution. Mais je vous ai donc proposé directement une preuve assez efficace pour pouvoir déjà conclure que les polynômes que vous avez, c'est des polynômes de degré 1, au plus des polynômes de degré 1. Mais je pense que ça fait partie des réflexes les plus importants qu'il faut avoir quand on a des exercices comme ça, un peu alambiqués, un peu exotiques. Eh bien, il ne faut vraiment pas hésiter à se donner des exemples, juste pour ne serait-ce comprendre l'énoncé. D'accord? Et là, bah, c'est typiquement ce qui se passe ici pour la synthèse. Il faut vraiment s'amuser à remplacer par des valeurs bien précises de x pour pouvoir conclure. Et donc bah, là, ici, je vais continuer et je vais prendre x égale 1 sur la valeur absolue de a. En supposant a priori que A est non nul, puisque bon, bah, c'est vrai qu'il y a une petite question qui peut se poser, c'est est-ce que A peut être nul? Donc là, ici, je vais prendre A non nul directement. OK. Mais vous pourrez constater que si A est nul, ça aurait fonctionné également. Alors je vais peut-être faire ça avant. Je pense que ce sera plus propre. Hop. Donc si A égale 0, eh bien j'aurai alors mon polynôme P de x qui serait égal à B. Et tout le temps. Hein. Et donc, bah, si je fais P de x moins partie entière de x, je sais que ça serait égal à P de x moins partie entière de P de x. C'est ce que je veux, hein, ça. Et ça, d'un côté, j'ai B, de l'autre côté, j'ai B moins partie entière de B.
Et donc on voit encore une fois la condition que b est compris entre 0 et 1. Donc on aurait déjà une solution, hein. Constatez-le, si a égale 0, on a déjà une solution, c'est les polynômes constantes, mais polynômes constantes avec la constante qui doit être une valeur comprise entre 0 et 1, strictement. Bien, maintenant que ceci est dit et fait, je vais maintenant m'attarder au cas a différent de 0 et faire le choix de la variable que j'ai donnée tantôt, c'est-à-dire 1 sur valeur absolue de a. Alors, que se passe-t-il si je fais ça? Donc, je calcule p de x moins partie entière de x d'un côté. Donc ça veut dire que je dois faire a fois 1 sur valeur absolue de a moins partie entière de 1 sur valeur absolue de a. Voilà, et puis je dois faire donc plus b ensuite. Donc ça, c'est une façon de faire le calcul. L'autre façon, ça serait d'utiliser ce qui est écrit ici. Donc ça veut dire que je dois faire p de x. Donc là, je vais l'écrire en dessous pour dire que c'est normalement un autre calcul qui démarre. Donc j'ai p de x moins partie entière de p de x. Donc ça, c'est égal à a fois 1 sur valeur absolue de a plus partie entière de b. Pourquoi partie entière de b? Je ne sais pas pourquoi. Juste b. Donc j'ai juste b. Ok, ça marche. Et puis ensuite, moins a. Donc là, j'ai partie entière. A fois 1 sur valeur absolue de a. Ça marche. Plus, encore une fois, plus b. Alors, vous pourrez constater que je vais pouvoir simplifier un petit peu ce qui se passe ici. Regardez, là, ici, je vais avoir donc 1 plus ou moins 1, en fait, suivant le signe de A. Et là, pareil, je vais avoir plus ou moins 1 suivant le signe de A. Donc, je vais me retrouver avec plus ou moins 1 plus B, moins partie entière de plus ou moins 1 plus B. Et là, je peux utiliser encore une fois la propriété de la partie entière que j'ai mentionnée au tout début. Je sais que la partie entière, je vais la réécrire, hein, partie entière de x plus 1, c'est partie entière de x plus 1. Et le 1, je peux le remplacer par n'importe quel entier relatif. La relation fonctionne encore. Donc ici, je me retrouve à pouvoir sortir le plus ou moins 1 qui est devant le plus b, et finalement me retrouver avec b moins partie entière de b. Mais on sait déjà que b doit être compris entre 0 et 1. Ça, cette propriété est toujours vraie, que a soit nul ou que a soit non nul. Donc, ça veut dire que ce truc-là doit être égal à b. Ok. Alors là, je vois que ce truc-là, cette expression-là doit être égale à cette expression-là. Le b va donc se simplifier. Et ça me permet alors de dire que a fois 1 sur valeur absolue de a, eh bien c'est égal à a fois la partie entière de 1 sur valeur absolue de a. Alors maintenant, on regarde avec des grands yeux ce que je viens d'écrire, et on peut constater que ce truc-là doit être égal à plus ou moins 1, encore une fois, hein, suivant le signe de a. Et vous avez alors, si vous regardez donc d'assez près ce que je viens d'écrire, vous avez alors que a doit être inversible dans z. Puisque là, j'ai donc un élément a qui est dans z fois un autre élément dans z qui donne plus ou moins 1. Donc ça veut dire alors, en effet, a est un élément inversible pour la loi fois de z, mais le seul moyen d'être un élément inversible pour la loi fois, dans z, c'est d'être égal à plus ou moins 1. Donc cela implique que a est égal à plus ou moins 1. Donc vous voyez qu'on n'a pas énormément de choix finalement pour la valeur de A. Là, on se retrouve avec plus ou moins 1. C'est quand même, je trouve ça assez intriguant comme truc. Mais... Donc voilà, on a des grosses restrictions qui apparaissent petit à petit. Très bien. Alors il faut continuer, hein, on n'a pas fini. On peut probablement encore dire plus. Et en fait, c'est vrai, on peut encore dire plus. En fait, on peut carrément montrer que A est égal à 1. Alors, c'est pas évident encore une fois, parce qu'il va falloir jouer encore avec des valeurs précises de x. C'est vraiment que ça. Hein. On fait que des choix de valeurs de x pour lesquels ça ne va pas marcher. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Très bien, donc si, et là je vais faire si a est égal à moins 1, que se passe-t-il? Alors si a est égal à moins 1, pour l'instant je vais juste écrire l'égalité qu'on doit obtenir en remplaçant juste par x. Juste un peu pour voir hein, ce qui se passe. Donc si je remplace par x, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir a fois x moins partie entière de x plus b, donc là le a est égal à moins 1. Alors ceci, qui doit être égal à moins x plus b,
Et je vais avoir aussi plus, pas plus, moins, pardon, donc moins, partie entière de moins x plus b. OK. Alors vous pouvez constater qu'il y a 2-3 trucs qui vont se simplifier de part et d'autre. Il y a le moins x qui se simplifie avec le moins x. Il y a le plus b qui se simplifie avec le plus b. Et on se rend compte que si on veut que le tout fonctionne, il faudrait que partie entière de x soit égale à moins partie entière de moins x plus b. Et là, c'est là où un drame peut survenir, car en effet, si je fais un bon choix de x, eh bien, on va se retrouver d'un côté avec une valeur qui serait égale à 0, et de l'autre côté, bah, on va avoir un truc qui ne serait pas égal à 0. Donc, notamment, si je prends un x qui est compris strictement entre b et 1, chose qui est tout à fait possible, car je le rappelle, c'est encore écrit au tableau, b ne peut pas être égal à 1. Donc, je vais pouvoir prendre un x qui est compris entre ces deux valeurs-là, ça c'est cool. Et bien, si je prends un x qui est compris entre ces deux valeurs-là, le moins x plus b va forcément se retrouver entre moins 1. Alors, bon, ça pourrait être égal à 0. Non, je pense pas. Donc, ce qui va se passer, c'est je vais me retrouver entre moins 1 et 0. Et bon, après, à la rigueur, ça pourrait être largement ici, mais ça ne changera rien à la suite du calcul. Ce qui veut dire que ce truc-là, donc la partie entière de moins x plus b, ça va être égal à moins 1. Et donc, avec le moins, ça va nous donner 1. Tandis que la partie entière de x, puisque x est compris entre b et 1 et que b est compris entre 0 et 1, bon bah nécessairement x est compris entre 0 et 1, la partie entière de x est donc égale à 0. Donc l'égalité est impossible. Et par conséquent, bah, a ne peut pas être égal à moins 1. Ça veut dire alors que a n'a pas d'autre choix que d'être égal à 1. Et c'est pas fini, car on peut, si a est égal à 1, on peut avoir une condition supplémentaire sur b. Et vous allez voir qu'à la fin de notre histoire, bah, on n'a pas vraiment beaucoup de polynômes qui pourraient convenir. Donc le dernier truc que j'aimerais regarder, c'est donc en restant avec a égale 1, que se passe-t-il pour b? Et bien là, il y a un truc un peu astucieux, c'est de se souvenir que quand on fait x moins partie entière de x, et on l'a déjà utilisé, mais on va quand même le redire, ce truc-là, ça va être un truc qui est positif. Et donc, bah, si je utilise des inégalités un peu bébêtes, du style, bon, je sais que b, il est plus grand que 0, ça vient de ce que j'ai fait au tout début de la synthèse. Mais je peux aussi affirmer que ça va être inférieur ou égal à 1 moins b, moins partie entière de 1 moins b, plus b, tout simplement. Ce truc-là, c'est un truc positif. Et c'est assez astucieux de faire ça. Pourquoi? Bah parce que ce truc-là, ce que je viens d'écrire comme expression, c'est bien a fois x moins partie entière de x plus b. Donc c'est-à-dire que ça, c'est exactement mon polynôme évalué en 1 moins b moins partie entière de 1 moins b. Donc ça, c'est égal à mon polynôme calculé en 1 moins b plus partie entière de a moins b. Et d'après la propriété initiale, encore une fois qu'il faut utiliser, de notre polynôme, on doit avoir que bah, ça doit être égal à p de 1 moins b moins partie entière de p de 1 moins b. Et là maintenant, il faut faire un tout petit peu de calcul pour se rendre compte qu'en fait, p de 1 moins b, bah, ça fait 1 moins b plus b, donc ça fait 1. Et puis, donc ça fait 1 ça. Et puis moins partie entière, donc de, bah pareil, hein, 1 moins b plus b, qui fait aussi 1. Donc on a 1 moins partie entière de 1, qui donne 0. Donc là, ce que je viens de démontrer, c'est que b est compris entre 0 et 0. Pas trop le choix, ça veut dire que b est égal à 0. Et donc, eh bien p de x, c'est tout bêtement l'identité, c'est égal à x. Donc conclusion de toute notre affaire analyse-synthèse, il y a donc alors deux types de polynômes qu'on pourrait avoir. Si notre polynôme est de degré nul, donc autrement dit c'est une constante, enfin degré nul ou moins, parce que oui, vous pourriez me dire degré du polynôme nul, c'est moins infini. Bon. Mais bref, la conclusion qu'on pourrait amener, ça serait la chose suivante. Les polynômes P, donc, qui conviennent,
sont, il y en a deux types. Soit c'est P de x égale B, avec B compris entre 0 et 1, ou alors P de x égale x pour le reste, donc c'est-à-dire le cas où A est différent de 0. Et voilà, ceci donc conclut l'exercice. Alors je dois avouer que la résolution qui est proposée dans le bouquin n'est pas totalement bien faite, puisqu'on n'a pas supposé que le polynôme était non constant. Hein, je vous rappelle qu'on n'a rien dit sur le fait que le polynôme soit constant ou pas. Et dans le bouquin, ils ne prennent pas en compte justement le cas où le polynôme pourrait être constant. Pourtant, dans l'énoncé, ils ne le disent pas explicitement que le polynôme n'est pas constant. Mais c'est important de le souligner qu'on a aussi des solutions dans le cas où le polynôme est constant. Et donc bah voilà, donc la famille de polynômes qu'on obtient à la fin, soit c'est polynôme constant comme ça, soit c'est juste l'identité qui convient. Et il n'y en a pas autre chose. Donc voilà, on peut constater alors que c'est assez restrictif de chercher des polynômes qui préservent d'une certaine manière la partie décimale des nombres réels. Et je pense vraiment que la morale de cet exercice, c'est vraiment de penser à jouer avec des exemples. Peut-être que vous n'y pensez pas suffisamment quand vous êtes face à des exercices de TD ou des exercices de colle. Et vraiment, un truc hyper important à faire, c'est quand vous avez affaire à un exercice aussi exotique que celui-ci, vraiment penser à jouer avec des exemples. Et quand je dis des exemples, c'est pas que juste faire des choix de polynômes. En effet, premier truc que vous pourriez faire, c'est choisir des familles de polynômes particulières. Qu'est-ce qui se passe quand le polynôme est constant? Qu'est-ce qui se passe quand le polynôme degré 1, degré 2, etc. Mais pas que. Pensez aussi au fait que ici, vous pouvez jouer également avec les nombres réels avec lesquels vous voulez évaluer vos polynômes. Ici, jouez donc avec la valeur de x. Donc vraiment, pensez-y quand vous avez affaire à un exercice assez exotique, de jouer avec vraiment tous les paramètres de l'exercice pour vous permettre d'avancer et peut-être de conjecturer la bonne solution à votre exercice. Et enfin, ça pourrait vous donner des idées de comment vous pourriez vous y prendre pour enfin amener une résolution propre de cet exercice. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!